Bonjour à tous. C'est un plaisir pour moi d'être là aujourd'hui. J'ai l'honneur, d'après ce que le docteur Padonou m'a dit, d'ouvrir le bal des conférences. Donc, merci de m'accueillir. Aujourd'hui, je vais vous parler de data science et de création de valeur. Alors, vous allez me dire c'est quoi le lien entre la data science, l'IA et la création de valeur. Je vais partager cette citation avec vous. L'IA et la data science peuvent rapporter 1500 millions de dollars à l'économie africaine d'ici 2030. C'est pas moi qui le dis, c'est Mark Banoub, qui est le fondeur et le CEO d'une start-up qui s'appelle LeRise et qui fait de l'intelligence artificielle. Donc 1500 milliards, c'est beaucoup d'argent. Donc comment est-ce que la data et l'IA peuvent générer autant d'argent? Eh bien, c'est parce que on ne fait pas de la data science pour faire de la data science. On fait de la data science pour créer de la valeur, pour apporter une certaine valeur dans nos industries et dans notre société. C'est comme quand vous faites des mathématiques. Vous ne faites pas des mathématiques parce que c'est bien de calculer. Mais les mathématiques, ça vous sert au quotidien. Quand vous allez au marché, vous achetez des pommes de terre de 2000, vous donnez 5000, vous savez qu'on doit vous rendre. Voilà. Et donc, pareillement, la data science doit servir aussi à améliorer notre vie et nos industries. Donc, c'est l'agenda que je vous propose aujourd'hui. Donc, je vais vous parler des liens entre la data science et le business, des bénéfices que la data science peut apporter à nos métiers et comment faire pour pouvoir justement à partir des données avec la data science créer un maximum de valeur, en tout cas se donner les chances pour avoir un maximum de valeur dans nos industries, dans notre société. Au terme des 2 ans, j'ai intégré une école d'ingénieurs à Nantes qui s'appelle Polytech Nantes, où j'ai fait de l'électronique et l'informatique industrielle. Ensuite, je me suis spécialisée en traitement d'images. Et comme je voulais continuer dans le domaine du traitement d'images parce que j'aimais bien ça, donc j'ai voulu faire une thèse. Mais pour faire une thèse, il fallait que j'ai un master de recherche. Donc j'ai fait un master de recherche dans une école à Paris qui s'appelle Supélec. Master de recherche en automatique et traitement du signal. Et après le master, j'ai enchaîné sur une thèse de doctorat à Télécom Paris Tech. Et pendant ma thèse, j'ai travaillé sur le traitement d'images et le machine learning. Donc c'était des images de satellites et il fallait en fait reproduire automatiquement les cartes d'occupation du sol. Et ensuite, j'ai intégré Air Liquide, qui est la boîte dans laquelle je suis actuellement. Donc, Air Liquide, c'est un gazier. Ils vendent du gaz, oxygène, azote, argon, etc. pour l'industrie et pour la santé. Et je m'occupe des projets, je suis responsable de projets IA et data chez Air Liquide. Donc voilà rapidement, on passe au vif du sujet. La data science, c'est une thématique, vous devez savoir déjà peut-être un peu, qui utilise les statistiques, les mathématiques, les compétences en programmation et puis l'expertise, domaine expertise aussi. La data science utilise des outils, se base un petit peu sur l'IA, sur le machine learning, sur le deep learning pour extraire en fait des informations pertinentes de grandes bases de données. Donc on essaye d'avoir des choses qui vont pouvoir servir et à la fois aussi faire des prédictions à partir de ces données. Et ce qui est aussi important ici sur la data science, ça rejoint ce que je vous disais en préambule, c'est que la data science doit orienter la prise de décision et créer de la valeur pour les organisations, pour les sociétés. Et c'est vraiment très, très, très important. Par exemple, on a des données, on va faire de la data science, on va extraire des informations, donc on appelle insight. Si on s'arrête là, ça ne sert à rien. C'est-à-dire, si on développe des modèles et qu'on les met dans un placard, on n'aura contribué à rien du tout. Ce qu'il faut ici, c'est à partir des informations qu'on aura extraites, de pouvoir mettre en place des actions qui vont vraiment permettre de créer de la valeur pour ces différentes industries. Donc, par exemple, imaginons une entreprise qui fait du e-commerce, du commerce en ligne, qui vend des choses en ligne. Ils ont énormément de données. Ils vont prendre des data scientists pour essayer de chercher, d'extraire les informations pertinentes de ces données. Et peut-être ce qui va en ressortir, c'est qu'on va voir qu'il y a un groupe de personnes, un groupe de clients qui ne consomment pas beaucoup.
c'est une information en soi. Et peut-être qu'on va se rendre compte, en fait, ces clients qui ne consomment pas beaucoup sont entre 50 et 60 ans. Ça, c'est une information qui est très intéressante. Mais si l'entreprise, elle découvre ça et puis elle ne fait rien, ben, ça ne lui aura rien apporté du tout. Donc, il faudra qu'elle aille un petit peu plus loin et qu'elle prenne des actions. Par exemple, qu'elle décide de mettre en place des offres promotionnelles pour cette catégorie de personnes pour qu'ils puissent consommer et du coup leur générer de l'argent. Donc, c'est un petit peu ce qu'on entend ici par action, qui vont pouvoir créer de la valeur. Quelques exemples ici, c'est loin d'être exhaustif. Donc, la data science permet d'améliorer la prise de décision. Ça veut dire quoi, améliorer la prise de décision? Une entreprise va pouvoir, grâce au big data, grâce à la tonne de données qui existent, aller fouiller pour extraire des informations. On peut imaginer une entreprise qui veut par exemple lancer un nouveau produit, pour voir si ça va intéresser les clients ou pas. Il y a énormément de données qu'ils peuvent trouver sur le web pour essayer d'extraire cette information-là. Ils peuvent aussi réussir à avoir quelques informations sur leurs compétiteurs, sur la concurrence, pour voir s'ils se sont déjà lancés sur ce type de produit, qu'est-ce que ça a donné, etc. Et fort de ces informations-là, ça va leur permettre de prendre la décision s'ils vont sur ce produit-là ou pas, par exemple. Deuxième point, la data science permet d'améliorer l'efficacité et la productivité. Bon, on est en Afrique, il y a beaucoup de champs, on fait beaucoup d'agriculture. Maintenant, il existe des méthodes grâce à la computer vision, donc avec des caméras, pour pouvoir observer les cultures et prédire en fait si la croissance elle est bonne ou pas, ou alors détecter de manière précoce les maladies sur les plantes, et puis on peut les éradiquer rapidement. Et ça a pour conséquence, in fine, d'augmenter le rendement de nos cultures. Donc ça, c'est intéressant. En termes d'amélioration de la gestion des clients, donc on a parlé de la satisfaction du client, je pense que vous avez peut-être tous Netflix, Amazon, etc. Il y a la recommandation des produits, la personnalisation, la recommandation des produits. On vous suggère souvent, grâce à l'historique, ce que vous avez regardé, ce que vous avez déjà acheté, on vous suggère des choses qui pourraient vous intéresser. Le projet de data science, c'est ce qui va vous permettre, en fait, en tout cas, d'avoir les chances de pouvoir avoir un projet de data science qui va pouvoir créer de la valeur. Donc, on fait un management de projet de data science et un projet de data science a plusieurs éléments clés qu'il faut pouvoir être considéré comme un projet de data science. Donc, il faut d'abord la donnée, pas de données, pas de projet de data science. Donc, il faut la donnée, identifier les sources pertinentes sur lesquelles on va pouvoir travailler. En deuxième, pour le projet de data science, il faut que le périmètre soit défini. Il faut savoir ce qu'on veut faire, c'est quoi les objectifs, quels sont les livrables, quels sont les critères de succès. C'est-à-dire à la fin du projet, comment est-ce qu'on va pouvoir dire que le projet est un succès. Ça, il faut le définir. Il faut aussi un planning. Donc, un projet a un début, un projet a une fin, et puis aussi des jalons intermédiaires pour montrer le progrès, pour voir si on avance dans la bonne direction. Il faut des ressources. Donc, pour faire un projet data science, il faut une bonne équipe. Donc, probablement un data scientist, peut-être un data analyst, peut-être un data engineer, peut-être un ML engineer. En tout cas, il faut définir une équipe pertinente qui va pouvoir travailler dessus. Il faut aussi voir quelle technologie, quelle infrastructure, de quelle technologie et infrastructure on a besoin pour pouvoir avancer. Donc peut-être qu'il faudra un serveur, peut-être qu'il faudra des GPU. Ça, c'est des choses à clarifier. Il faut un budget, il faut de l'argent, parce que les data scientists, ils vont payer, ils vont travailler, il faudra bien les payer. Et aussi, tout ce qui est outils, infrastructures, il faut bien les acheter. Donc il faut un budget défini. Et puis enfin, il faut quelque chose qui est très important, c'est une communication avec les parties prenantes. Les parties prenantes, c'est un peu les data scientists, mais c'est aussi surtout ceux qui sont dans les business, ceux pour qui on travaille. Il faut vraiment pouvoir échanger avec eux régulièrement pour être sûr que ce qu'on fait va vraiment répondre à leurs besoins. Donc il faut pas mal de communication. Pour pouvoir bien gérer un projet de data science, il y a ce qu'on appelle le cycle de vie du projet de data science. Donc c'est le cycle que vous voyez là. En fait, c'est un ensemble d'étapes répétitives qui vont permettre de planifier, d'exécuter et de délivrer un projet proprement. Alors là, dans la littérature, vous allez peut-être voir quelques déclinaisons de ce cycle, mais en gros, on a ces 6 étapes-là régulièrement qu'on va détailler après. Donc, première étape, il faut comprendre le business. Deuxième étape, collecter les données et les préparer.
Troisième étape, il y a l'analyse des données exploratoires. Ensuite, il y a la modélisation. Il faut évaluer pour savoir ce qu'on a fait bien. Et puis, enfin, déployer et monitorer le modèle. Donc, la première étape pour comprendre le business, parce que cette étape est importante, parce que c'est vraiment ici qu'on pose les fondements du projet. On veut faire un use case pour un client. Il faut comprendre le métier. Il faut comprendre, il faut discuter avec le métier, il faut comprendre les contraintes du métier. Les contraintes, par exemple, dans l'aéronautique, ce n'est pas les mêmes que les contraintes dans l'alimentaire. Donc, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Il faut poser les bonnes questions, parce que quelquefois, les clients, les métiers, ils viennent avec une question, mais en fait, ce n'est pas ce dont ils ont vraiment besoin. Donc, il faut pouvoir les accompagner dessus. Il faut voir comment la donnée peut aider à adresser leurs problèmes. Est-ce que c'est possible? Est-ce que la donnée existe ou pas? Et puis voilà, ensuite, avec les métiers, avec les clients, il faut définir des objectifs clairs pour pouvoir être sûr, en fait, à la fin, de produire quelque chose qui va répondre à leurs besoins, d'où les critères de succès. Et pour ça, en fait, on peut s'aider de ce qu'on appelle un Data Business Model Canva. Je vous mets un exemple de Imaya ici. En fait, c'est souvent on va dire un document d'une page, très, très synthétique, qui va permettre, en fait, avec pas mal de cases, qui permet de s'assurer qu'on n'a loupé aucun point dans cette phase de définition, de compréhension du besoin. Donc, il faudra mettre quel est le problème, si vous avez le problème qui vous a été présenté, quels sont les utilisateurs. Donc, on va développer une solution. Il y a bien des gens qui vont les utiliser. Est-ce que c'est les RH? Est-ce que c'est les opérateurs dans les usines, etc. Des données, est-ce qu'elles sont là? Est-ce qu'elles existent? Elles sont où? Quelle est la valeur? Quelle est la valeur que le projet, que la solution de data va pouvoir apporter aux clients, etc. Des mesures d'évaluation, les risques identifiés. Là. Donc ça, c'est un truc qui est très synthétique et qui peut permettre déjà vraiment de bien poser le cadre. Et une fois qu'on a posé le cadre comme ça, on sait quels sont les objectifs, voilà, on sait qu'il y a des données, etc. On est d'accord là-dessus. La deuxième étape, c'est de collecter les données et de les préparer. Alors, cette étape est très importante. Vous allez dire que je dis que toutes les étapes sont très importantes, mais celle-ci, elle est critique et elle est très chronophage. On dit que jusqu'à 80% du temps d'un projet peut être passé sur cette étape. Pourquoi? Parce qu'il y a des données, mais les données, ça se trouve, elles sont un peu partout. Peut-être qu'il y a des données qui viennent des capteurs, qu'il faut pouvoir remonter. Peut-être qu'il y a des images qui ont été acquises. Peut-être qu'il faut prendre certaines données sur le web, il faut les scraper. Donc les données sont un petit peu partout. Il faut pouvoir les collecter. Mais pendant qu'on les collecte, il faut s'assurer de la sécurité et du respect de la vie privée. Donc quand on collecte les données, il faut s'assurer de la sécurité de l'accès à ces données et la sécurité du stockage des données. Et puis, il faut aussi s'assurer du respect de la vie privée. Par exemple, dans le domaine de la santé, il y a des données personnelles qui sont très sensibles. Quand on veut faire un projet avec des données personnelles, on demande l'accord écrit du patient. On demande le consentement du patient pour pouvoir utiliser ces données. Et une fois que le patient a donné son consentement, si on avait demandé son consentement pour faire un projet, disons, de détection des signes précoces du cancer à partir d'images, on ne peut pas utiliser le même consentement pour faire un autre projet. Même si c'est en santé, il faudra redemander un autre consentement. Donc ici, c'est très important quand on fait la collecte des données de respecter la sécurité et la vie privée. Et donc, une fois qu'on a un petit peu collecté les données, elles sont probablement sous différents formats. Ça peut être des séries temporelles, des données tabulaires, des images, etc. Donc, il faut pouvoir les intégrer en fait et les combiner sous un format qui va être bien pour l'analyse. Et puis, enfin, il faut pouvoir évaluer la quantité et la qualité des données, surtout la qualité des données. Alors, d'habitude, on dit garbage in, garbage out. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que de toute manière, si on a des données de mauvaise qualité en entrée, on pourra faire tous les modèles de machine learning les plus complexes qu'on veut. En sortie, on aura un résultat qui sera tout pourri. Cette étape, elle est intéressante parce que ici, on va pouvoir dire, OK, les données telles quelles, qu'est-ce que les données peuvent nous dire? Qu'est-ce qu'on peut extraire des données en l'état?
Ici, donc, on va pouvoir décrire les données, on va comprendre chaque variable des données, et puis on va aussi pouvoir comprendre les relations entre les données. Est-ce qu'il y a des données qui sont corrélées? Est-ce qu'il y a des données qui sont non significatives, etc. On va peut-être pouvoir aussi commencer à identifier des tendances, des petits groupes qui vont pouvoir dire quelque chose. Tout à l'heure, je parlais d'un groupe de personnes qui ne consommaient pas beaucoup, c'était des 50-60 ans. Voilà. On va peut-être commencer déjà à identifier ce type d'informations intéressantes. Et quand on a déjà ça, il faut communiquer avec le client, avec le business, pour voir déjà ce qu'il en pense, lui communiquer ses premiers résultats. Et cette étape est aussi importante parce que finalement, tout ce qu'on va voir sur les variables, sur l'analyse des variables, les relations entre elles, ça va nous servir pour l'étape après de modélisation. Et ici, en fait, le processus est itératif parce que on va peut-être se rendre compte de certaines choses ici. On va peut-être se rendre compte qu'il n'y a pas assez de données. Il faudra revenir à l'étape d'avant pour essayer de collecter un peu plus de données pour continuer. Donc, on peut revenir en arrière. Et après l'analyse de données exploratoires, c'est la partie que les data scientists préfèrent ici. C'est la modélisation. Pour faire la modélisation, alors, fort de ce qu'on a appris avant sur les variables, on va peut-être voir qu'il y a des variables qui sont inutiles, on va peut-être voir qu'il y a des variables qui sont corrélées, etc. Ici, on va d'abord sélectionner les variables les plus importantes. Et peut-être même qu'on aura envie de construire d'autres variables plus intéressantes en faisant des combinaisons de celles qui existent. Okay? Et après, on va passer à l'apprentissage du modèle ou des modèles. Donc, il s'agit déjà, bien sûr, en fonction du problème, de choisir le bon type de modèle. Est-ce que c'est un problème de classification? Est-ce que c'est un problème de régression? Est-ce que c'est du clustering? Donc ça, vous verrez après. Et choisir aussi les algorithmes, en fait, que vous voulez tester. Bon, en général, on ne teste pas un seul modèle. On en teste quelques-uns. Et ça, l'apprentissage se fait sur une base d'apprentissage. Donc, on divise les données, on garde une base d'apprentissage. Donc, on apprend le modèle, peut-être qu'il faudra tuner des paramètres, etc. Et ensuite, une fois que le modèle est appris sur la base d'apprentissage, il faut évaluer le modèle qui a été appris, en fait, en utilisant des métriques mathématiques. Donc, ça peut être des choses comme la matrice de confusion, la précision, etc. On va utiliser ces métriques-là pour voir les performances du modèle. Peut-être qu'on va voir qu'en termes de précision, il y a un modèle qui fait 90%, il y en a un autre qui fait 95%, il y en a un autre qui fait 97% de précision, par exemple. Donc, on va garder lequel? Voilà. Et alors, quelquefois, on ne garde pas qu'un seul modèle, on peut peut-être garder deux. Peut-être qu'on va dire on garde celui qui fait 95 et celui qui fait 97 parce que, bon, c'est un peu proche et on va voir après comment on va faire pour les départager. Donc, cette étape, on fait le feature engineering, on apprend le modèle sur une base d'apprentissage, on teste le modèle sur une autre base de données, une base de test, on compare et on sélectionne là où les meilleurs modèles qui nous paraissent pertinents. OK ? Et après, une fois qu'on a fait la prédiction, alors on a une évaluation ici. L'évaluation qu'on a vue avant, c'était plus une évaluation sur des critères techniques. Donc on a regardé la précision, on a regardé la matrice de confusion. On voit dans la base de test, parmi ceux qui étaient prédits comme à défaut, par exemple, combien ont été effectivement classifiés comme étant des défauts. Ici, l'évaluation, c'est une évaluation sur les critères business. C'est-à-dire, avant, par exemple, on a retenu deux modèles, ceux qui avaient 95 et 97% d'accuracy. Ici, on va discuter avec le métier, avec le business. On va lui dire, ben voilà, nous on a deux modèles, ou alors on a un seul modèle. Lequel on choisit et comment est-ce que le business va pouvoir s'impliquer là-dedans? Il faudra lui présenter les choses clairement, on doit aussi la clarté de la communication. Imaginez par exemple, on veut faire du contrôle industriel. Donc on veut voir comment notre modèle a performé. Sur 100 pièces à défaut, le modèle a bien identifié 95 pièces, donc 95%. Donc il y avait 100 pièces et le modèle reconnaît bien que 95 pièces ont des défauts. Et sur les 5 autres pièces qui ont des défauts, il dit que c'est bon. On va avec ce modèle devant un business qui est dans l'aéronautique, qui fait du contrôle industriel de pièces de moteur d'avion. On va lui dire, ah ben on a ce modèle,
Sur 100 pièces à défaut, il identifie bien 95. Mais par contre, il y a 5 qui sont mauvais, mais lui dit qu'il est bon. Qu'est-ce qu'il va nous dire, lui? Il va nous dire non, j'en veux pas. Parce qu'il ne peut pas prendre le risque d'envoyer une pièce qui est mauvaise dans un avion. Le risque est trop important. On est d'accord? Pourtant, si je vais voir un client qui fait du contrôle des bouteilles en verre pour du parfum, je vais lui dire, voilà, il y avait 100 pièces à défaut, mon modèle, il en a identifié 95 qui étaient bien défectueuses. Par contre, les 5 où il y avait des rayures, il a dit que c'était bon. Il va me dire, enfin, ça peut m'aller, parce que bon, c'est des bouteilles pour du parfum, je veux dire, ça, a priori, il n'y a pas beaucoup de mal, quoi. Donc voilà, c'est ce type d'exemple où en fait, on doit forcément intégrer le métier dans la boucle pour s'assurer que la solution, le modèle qu'on va choisir, va vraiment être pertinent pour lui. Parce que celui, par exemple, qui était dans l'aéronautique, si je lui donnais ce modèle comme ça, il n'en aurait rien fait. Parce que ça ne lui aurait pas servi. Il l'aurait mis dans un placard. Donc, il faut l'impliquer ici vraiment pour qu'il choisisse. Et quand on discute avec le métier, donc soit le modèle lui convient, comme celui des bouteilles pour le parfum, et dans ce cas, on va aller vers l'étape d'après. Soit le modèle ne lui convient pas, comme celui dans l'aéronautique, et là, on recule. On repart chercher un autre modèle pour tester. Si ce n'est pas bon, on repart trouver d'autres données, etc., qui seront bonnes. OK? Donc, supposons que le modèle est bien, et donc on peut aller au déploiement. C'est quoi le déploiement? On a fait un modèle, vous les futurs data scientists, vous avez fait un modèle dans le laboratoire, enfin sur l'ordinateur, vous avez testé, base d'apprentissage, vous avez appris, vous avez testé sur une base de test, le modèle il fait 99,99%, on est content. Ça, c'est vous qui l'avez testé. Maintenant, le modèle, en fait, quand le client, quand le business est venu vous voir, il voulait quelque chose. Il voulait peut-être un modèle pour aider les gens des achats à faire quelque chose. Donc maintenant, il faut pouvoir déployer ce modèle pour que ça serve effectivement à ces personnes-là. Donc le déploiement, c'est de mettre le modèle en environnement réel pour que les gens puissent l'utiliser effectivement. Et donc, ça peut être très complexe. Hein. Ça peut tout simplement, des fois, un déploiement, ça peut être un dashboard, ou alors ça peut être des choses un petit peu plus complexes, comme devoir mettre quelque chose dans le cloud. Et une fois que le modèle est déployé, les gens l'utilisent, supposons. Alors, ce que j'oublie de dire ici aussi, c'est dans le déploiement, c'est que quelquefois, on se heurte, et ça, je l'ai vécu, à ce qu'on appelle la conduite du changement. Et ça, c'est d'autant plus brutal quand on n'a pas impliqué les gens, les populations cibles dans la boucle dès le départ. La conduite du changement, c'est on développe quelque chose pour des personnes, mais ces personnes, elles travaillaient déjà d'une certaine manière. Par exemple, dans l'aéronautique, pour contrôler les pièces, il y avait des opérateurs qui prenaient des images et qui regardaient les images une à une et qui annotaient, etc. Pour dire si la pièce est bonne ou pas. On vient avec un algorithme qui les aide à détecter automatiquement les défauts dans les images. On leur dit, il faut juste cliquer ici, cliquer là, cliquer là. Il n'est pas content. Il va dire, ah ben non, moi j'ai ma manière de travailler depuis longtemps, ça fait 20 ans que je travaille comme ça, c'est très bien, pourquoi est-ce que tu veux que j'utilise ton modèle? Donc ici, il peut y avoir un petit peu de résistance au changement et c'est quelque chose aussi à anticiper. C'est pour ça que la communication avec les parties prenantes, les sponsors, est très importante parce que le sponsor, en fait, dans l'entreprise, il va pouvoir vraiment sponsoriser le projet, c'est-à-dire encourager les gens et leur montrer la valeur ajoutée de ce que les data scientists sont en train de faire pour eux. Donc, le modèle est déployé, on ne s'arrête pas là, hein, parce qu'il faut continuellement surveiller le modèle et le maintenir. Parce que le modèle, quand il a été fait avec des données qui ont été collectées à un moment donné. Mais quelquefois, les données d'entrée peuvent varier légèrement. Et si on les met en entrée du modèle qui avait été développé, la sortie peut être biaisée, la sortie peut être fausse. Donc, quelquefois, il faut réévaluer pour voir si le modèle correspond toujours aux données d'entrée. Je vais prendre un exemple encore en aéronautique. Parce qu'on prend des images avec des images de tomographie, donc c'est pour voir l'intérieur de la pièce. Et il faut un détecteur pour prendre des images. Donc on va prendre des images avec un détecteur, on va travailler sur ces images-là. Mais sauf que le détecteur, il vieillit au cours du temps. Et quand le détecteur vieillit, c'est pareil sur les caméras aussi, quand le détecteur vieillit au cours du temps, la qualité de l'image qu'il prend n'est plus exactement la même que celle qu'il avait avant et sur lesquelles on avait apprise.
Donc du coup, la sortie du modèle peut être un petit peu fausse. Donc quelquefois, il faut pouvoir mettre à jour le modèle pour qu'il tienne en compte un petit peu ces petits changements. Et donc ça, c'est la dernière étape du cycle de vie. Et donc quelquefois, donc, quand on a fait ça, normalement tout est bon. Et puis quelquefois, on peut avoir besoin de recommencer. Alors pour faire ça, donc pour gérer un petit peu ce cycle de vie là, il y a des outils qui existent pour le management de projet. Mais c'est surtout les outils de type agile. Les outils de type agile, c'est des outils un petit peu où on va découper le projet en petits éléments. Et chaque élément, en fait, va constituer une boucle. On va pouvoir travailler d'abord sur une petite partie. On aura peut-être une fonction, on va dire une fonctionnalité. On aura des premiers résultats, on va échanger avec le business. Il va nous dire c'est bon, c'est pas bon. Si c'est bon, on passe à l'étape d'après. Et si c'est pas bon, voilà. C'est en fait une méthodologie qui permet de travailler, de se dire si on échoue rapidement, on apprend rapidement et puis on continue, quoi. Au lieu, en fait, par contradiction aux méthodes de type cascade, où c'est souvent à la fin qu'on se rend compte qu'il y a un problème. Avec Agile, on peut découvrir le problème assez rapidement si on a un. Et bon, ça, je vous ai mis ça en titre, en qualité d'exemple, en fait, parce que c'est la méthodologie un petit peu la plus utilisée quand on fait de la gestion de projets de data science. Alors maintenant, la question c'est, pourquoi est-ce qu'un projet de data science peut échouer? Il y a plusieurs raisons. Il y a plusieurs challenges, il y en a qu'on a déjà vus. Donc c'est la disponibilité et d'abord la qualité des données. On a vu garbage in, garbage out. Comment est-ce qu'on peut réussir à avoir des données? On a vu la sécurité et la vie personnelle. Il faut faire en respectant tous ces paramètres-là. Il y a ces aspects que je vais regrouper un petit peu, le déploiement, l'intégration et puis les ressources computationnelles. Alors déploiement, intégration, je vous ai parlé de la résistance au changement des personnes. Et quelquefois aussi dans le déploiement, on n'anticipe pas, on n'a pas suffisamment anticipé les outils et l'infrastructure qu'il faut pour déployer. Parce que déployer un modèle pour 10 personnes, ce n'est pas la même chose que déployer un modèle pour une entreprise qui a 60 000 personnes. Le biais, il y a des problèmes de biais. Comment est-ce qu'on adresse la non-discrimination des genres, la non-discrimination aussi raciale. Pourquoi est-ce que quand je tape pilote d'avion sur Google, pourquoi est-ce qu'il y a majoritairement des images d'hommes? Les femmes aussi peuvent être pilotes d'avion. Pourquoi est-ce que quand on développe des modèles en Europe, avec certaines données, pourquoi est-ce que ça ne marche pas avec des données des Caucasiens? Pourquoi ça ne marche pas sur des personnes africaines? Donc, l'IA responsable, s'il se passe quelque chose avec une IA automatique, qui est responsable? Donc, c'est autant de questions qu'il faut se poser. Puis, il y a aussi des problèmes de transparence et d'explicabilité. Parce que quelquefois, les algorithmes d'IA peuvent être un peu complexes et les gens ne comprennent pas ce qui se passe. Et donc, du coup, prendre une décision sans vraiment comprendre ce qu'il y a derrière, ça peut être un peu compliqué. Et donc, il y a tout un tas de choses qui se passent un petit peu autour de l'éthique. Un autre challenge en data science, c'est les compétences. Heureusement que vous faites la formation, là, parce qu'on manque de compétences en data science pertinentes pour pouvoir travailler sur des sujets de data science. J'ai parlé déjà de tout ce qui est implication des parties prenantes tout au long du parcours, tout au long de la vie du projet, il faut les tenir impliquées. Ça, c'est pour avoir des chances vraiment de transformer l'essai, comme on dit au rugby, c'est-à-dire que les modèles que vous développez soient effectivement utilisés et puissent vraiment créer de la valeur. Ça, il faut absolument, parmi les parties prenantes, il faut un sponsor qui va pouvoir tenir le projet. Et puis enfin, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Il faut pouvoir évaluer les coûts et puis le retour sur investissement. On ne va pas développer un modèle d'IA peut être assez coûteux parce qu'il faut acheter des serveurs, comme je le disais, il faut acheter pas mal de choses. Il ne faudrait pas que le projet de data science coûte plus cher que ce qu'il va rapporter. D'accord? Donc c'est aussi un point sur lequel il faut faire attention. Un gros challenge. Donc voilà quelques messages clés du coup pour terminer un petit peu. Donc pour pouvoir passer de la data science à la création de valeur, donc il y a le cycle de vie du projet de data science sur lesquels vous pouvez vous appuyer. C'est pas parce que vous êtes data scientist, c'est pas parce que vous êtes technique que vous ne devez pas prendre,
En travaillant, il faut avoir en tête tous ces aspects-là, parce que c'est ça qui va permettre en fait qu'on puisse ajouter des choses dans notre contexte africain. Donc, il faut de la donnée. La donnée, c'est la matière première pour faire ce type de choses. Donc, j'ai déjà parlé des actions qu'il faut faire, l'importance de l'alignement entre les personnes du projet technique et puis les objectifs business. Et puis enfin, c'est vrai que la data science est un outil, mais ce n'est pas qu'un outil. Je pense que c'est vraiment enfin pas une arme, mais quelque chose de stratégique pour qu'on puisse innover, pour qu'il puisse y avoir de la croissance ici. Et puis je pense notamment à tout ce qui est IA générative. Alors c'est pas le futur, parce que le futur c'est déjà aujourd'hui sur l'IA générative, mais c'est un domaine qui avance tellement vite que je pense qu'on a beaucoup de choses à gagner là-dessus. Donc voilà, c'était tout pour moi. Merci pour votre attention. Et puis, Donc, on va rentrer dans la deuxième phase des questions et réponses. Ok, ma question est de savoir si aujourd'hui les projets de data science avec le marché ou bien l'environnement actuel en Afrique, les projets de data science sont réservés pour les grands groupes ou bien les PME ont les moyens de s'en sortir pour des projets de data science? C'est une bonne question. En Afrique, le problème qu'on a sur la data, c'est un problème de données. C'est vrai que pour l'instant, en général, on travaille avec des données des Européens, etc. C'est vraiment un problème de données. Les grands groupes peuvent avoir des moyens d'acquérir ces données-là, même s'il faut quand même une politique un petit peu gouvernementale pour ça. Pour les petites entreprises, je pense qu'il y a moyen de commencer petit. Par exemple, pour coder, il y a des choses qui sont gratuites. Par exemple, Google Colab qui permet de coder, d'utiliser un petit peu la puissance de calcul de Google pour travailler. On peut trouver des données publiques sur le web qui ressemblent un peu à celles sur lesquelles on veut travailler. Il y a moyen de faire des choses quand même. Et puis, je pense que de toute manière, comme je disais, quand on n'a pas quand on n'est pas data aware et quand on n'a pas l'infrastructure qu'il faut, c'est mieux de commencer petit et on a déjà des choses publiques qui peuvent nous aider à faire ça. Vraiment, c'était très génial. Merci beaucoup. Merci. J'ai collecté beaucoup de questions, mais je ne sais pas si le temps va nous permettre. Lorsque vous avez parlé de l'utilisation de l'IA, pour votre premier exemple, vous avez parlé d'un exemple de société qui est en concurrence avec une autre société, quoi. Maintenant, je n'ai pas compris. Là, vous avez dit, est-ce qu'il faut aller pirater les données de son concurrent, quoi, pour pouvoir faire des analyses et savoir comment prendre les décisions. Cette partie-là, je n'ai pas compris. Non, surtout pas. Ok. En fait, c'est... Surtout pas. Oui. Quand je parlais de cet avantage, c'est quand j'ai parlé de l'avantage compétitif, je pense. Oui. Quand on veut prendre des décisions, on va s'appuyer sur ce qu'on a chez soi pour savoir ce qu'on fait déjà. Mais on peut aussi chercher des données de la compétition, mais des données un peu publiques. On ne va pas aller pirater des données chez les compétiteurs. Quelquefois, il y a des données un petit peu publiques qui peuvent quand même nous donner une petite information. On va aller sur leur site web, il y a souvent des actualités ils vont dire, voilà, nous on fait ça. Bon, c'est souvent contrôlé, mais on peut quand même glaner 2-3 informations sur ce qui se prépare, sur ce qui se fait. On peut aller à des conférences où ces personnes la présentent pour voir un petit peu, on appelle ça de la veille concurrentielle. On assiste à des présentations où il y a ces compétiteurs-là qui présentent des choses, ça nous permet aussi d'avoir 2-3 informations. C'est ce type de choses en fait qu'il faut réussir à glaner et puis combiner aux données qu'on a pour pouvoir prendre des décisions. D'accord, merci beaucoup. Ok, la deuxième question, c'est parlant du cycle de vie de la data science. Vous avez parlé de business understanding. Sans vous mentir, je n'ai pas compris cette partie-là. Alors, le business understanding, en fait, par exemple, là, pendant la formation, vous allez travailler sur des use cases. Oui. Vous allez travailler sur un use case de Total, je crois. Total Énergie. Il y aurait Voilà. Donc, quand on travaille sur un projet de data science, c'est qu'il y a quelqu'un qui nous a demandé de travailler dessus parce qu'il a un besoin. Donc, la personne qui est le client, qui est le business, il va venir te voir pour te dire, voilà, j'ai ce problème. Est-ce que tu peux me le résoudre avec la data science? Et cette personne, elle peut être dans le domaine des assurances, elle peut être dans le domaine de l'informatique, elle peut être dans le domaine des RH, etc., dans l'aéronautique, dans le ferroviaire. Et du coup, quand la personne vient nous voir,
il faut qu'on comprenne exactement son métier déjà, parce que les contraintes de son métier, comme je disais tout à l'heure, quelquefois les contraintes peuvent ne pas être les mêmes. Donc je vais essayer de comprendre un peu ce qu'il fait, c'est quoi les points durs, pourquoi il vient me voir en fait, c'est quoi le point dur auquel il veut répondre. Je vais essayer aussi de voir s'il a des données qui existent déjà, parce que s'il vient me voir, des données qui existent ou qu'on peut acquérir bien sûr, parce que s'il vient me voir et qu'il a rien, il faut qu'on le sache aussi. Donc en fait c'est tout ce cadre-là, qu'on va essayer de définir avec le business, en fait, avec le client, pour être sûr de répondre vraiment à son besoin. C'est ça la compréhension du métier. Si je peux continuer, ma troisième question, c'est concernant la data collection et preparation. Comment se fait la data collection et la préparation également? Je n'ai pas compris correctement la partie là. Pour la collection des données, on peut avoir des données qui sont un peu partout. Par exemple, on peut avoir des données qui viennent d'un ERP. On peut avoir des données qui sont collectées au sein de l'entreprise, on va dire. Des données de l'entreprise qu'on peut utiliser. C'est déjà sur des bases de données de l'entreprise, etc. Peut-être qu'on aura aussi besoin d'aller chercher des données sur le web, sur Internet. Il faudra peut-être qu'on fasse du scrapping de données pour aller récupérer 2-3 informations sur Internet. Donc ça aussi, il faudra le faire et rapatrier rapatrier ce qu'on aura trouvé. Peut-être qu'on aura des images qui sont acquises sur un autre site de